Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googoulet. La chaîne de Googoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, où on discute de nouvelles technologies, où on discute de nouveautés technologiques, de nouveautés marketing. On discute de tout ça chaque vendredi à 15h sur la chaîne Twitch, en rediffusion le lundi. Vous allez être capable de rattraper le tout sur YouTube. Vous allez être capable de rattraper le tout sur les différentes plateformes de podcast en audio aussi. Je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes, c'est toujours intéressant. Je vous invite aussi à communiquer avec nous. Si vous avez des sujets que vous voulez discuter, c'est toujours le bon moment de le faire. Vous nous écrivez par n'importe quelle plateforme, puis on va être en mesure là, d'ajouter ça. On a déjà eu quelques demandes cette semaine, et puis on va être capable justement de booker ça, d'intégrer ça à notre routine de podcast. Podcast que je fais le vendredi et le lundi aussi, le podcast Le Sketch, avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, allô Comment les gens dans le chat. Comment ça va Michel? Fait chaud, il me semble qu'on se répète là, mais il fait chaud encore aujourd'hui. Ouais, on est à la fin, on arrive à la fin de cette chaleur-là. Je commence à avoir un peu hâte, on passe en duplex. Oui, je commence vraiment à avoir hâte là, parce qu'il fait, pour le vrai, extrêmement chaud. 13 août aujourd'hui, vendredi 13, Michel. Ouais. 13 août, c'est pas une blague, oui, c'est un conte d'horreur. Fait chaud, c'est pas le fun. On est vraiment là-dedans. Michel, super podcast encore aujourd'hui. Un peu plus axé marketing, moins philosophique que d'autres. On va parler entre autres du taux de rebond en marketing, du taux de rebond en web. Donc on va se demander un peu c'est quoi ça, si c'est bon, si c'est mauvais. Mais avant de débuter, les nouvelles. Michel, ta nouvelle de la semaine. J'allais te niaiser, mais je le ferai pas parce que ça va m'aider les gens pour rien. Je vais parler aujourd'hui de... En fait, c'est juste Google qui a mis à jour les critères pour apparaître dans les recommandations pour les podcasts. Oui. Fait que, pour vrai, c'est pas tant surprenant. Il n'y a rien de si gros que ça, mais quand même, ça vaut la peine de le savoir. Fait qu'en date du 21 septembre, nous savoir si ça va être le 21 septembre pour tout le monde, ça aura un rollout. Là. Ouais. On verra avec Google. Qu'est-ce que ça prend finalement pour apparaître dans les recommandations pour des podcasts? J'en reviens encore, c'est pour les podcasts. Une image accessible, ça prend une image accessible depuis votre fil RSS, une description qui est utile, quand même bien écrite, on évite les plagiats, duplications ou juste les voici un podcast. Ça va prendre une adresse email qui est valide, un lien vers la page du podcast lui-même. Souvent, quand vous avez votre fil RSS, vous avez déjà tout ça, dépendamment de la plateforme que vous utilisez, et finalement le nom de l'auteur. Pourquoi c'est si important que ça? Ben, c'est simplement qu'un peu à la façon du SEO, ben, les recommandations des podcasts, généralement, sont faites à des gens qui sont déjà intéressés par ce que vous êtes en train de dire, par le sujet de votre podcast. Fait que plus vous augmentez vos chances d'apparaître dans les recommandations de quelqu'un, ben, plus vous augmentez les chances d'atteindre quelqu'un qui a envie de vous écouter. Exact. Alors, voilà. Super nouvelle, super recommandation. De mon côté, notez le 12 août 2021 à votre agenda, c'est la date où Facebook a perdu. Où Facebook a perdu quoi? La première position des applications les plus téléchargées. Ils étaient les maîtres depuis les 3 ou 4 dernières années. C'est eux qui avaient l'application qui était la plus téléchargée depuis plusieurs années. Et puis, on a un nouveau roi dans les différentes applications de téléchargement, et c'est TikTok. On en parle souvent sur le podcast avec Michel. 12 août, c'est officiellement la date où TikTok est maintenant devenue l'application la plus téléchargée au monde. C'est sûr que le fait que TikTok soit disponible en Chine doit aussi aider, étant donné que Facebook ne l'est pas, donc ça peut jouer un peu de ce côté-là. Donc, un nouveau roi dans les différentes applications, ça marque un changement et ça marque probablement aussi des enfants gâtés chez Facebook qui vont ruer dans les brancards puis qui vont faire leur crise dans les centres d'achat couchés en faisant de bacon à terre parce que je suis pas sûr qu'ils vont être contents de ça. C'est quelque chose qui était au cœur de leur marketing depuis plusieurs années. Puis là, c'est plus le cas, donc j'ai bien hâte de voir comment ils vont réagir à ça, puis qu'est-ce qu'ils vont essayer de copier ce coup-là pour être capable de se démarquer des autres. Ouais, ben tu sais, c'est devenu un répertoire pour plusieurs. Hein. C'est un Rolodex. Ouais, exactement. C'est juste un endroit de plus pour trouver de l'information. C'est plus
l'endroit où avoir une communauté, comme ça a déjà été. Ça l'est encore pour plusieurs, là, on Oui. s'entend. Là, c'est quand Oh, même une bonne quantité de gens qui l'utilisent pour se créer des communautés. Mais pour plusieurs, là, en fait, je vais le dire comme ça, pour les nouveaux clients, j'ai de plus en plus de misère à les convaincre de passer tant de temps, oui. tant d'énergie, tant d'argent dans leur marketing par Facebook. Il y a d'autres plateformes, TikTok c'en est une, mais même le SEO, un peu plus passif, est plus utile que Facebook à certains clients. Fait que Ouais. c'est difficile de justifier des fois des grosses dépenses pour faire finalement 4-5 publications par semaine. Tu vois, il y a une dernière recherche qui a été faite par les statistiques de Harvard qui font la compilation, entre autres, des différentes utilisations mobiles. Et puis, on parle au début de la pandémie, Facebook avait plus d'1,5 milliard d'utilisateurs qui se connectaient de manière systématique au moins une fois par jour sur l'application pour aller voir, pour partager, pour regarder ça. Aux dernières nouvelles, au mois d'avril 2021, on était à 700 millions, donc presque la moitié moins de personnes qui utilisent Facebook. Puis 700 millions, c'est juste un petit peu en arrière de TikTok, qui est présentement à 720 millions de personnes par jour qui se connectent une fois par jour au moins minimum. Donc plus de 720 millions de personnes qui se connectent une fois par jour sur l'application. Donc je pense qu'on commence à voir une guerre à deux, puis une guerre à finir. Puis c'est une guerre à deux types d'utilisation complètement différentes. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Il y a des graphes, on n'est pas dans notre sujet, là, mais je vais en parler pareil. Un subreddit qui s'appelle Data is Beautiful sur Reddit. Oui. Il y a des graphes qui montrent les moteurs de recherche, les navigateurs, comment ils ont évolué au cours des 10, 15, 20 dernières années. J'ai hâte de voir 20 ans pour Internet navigateur, il me semble que je me sens vieux tout d'un coup, en tout cas. Imagine-moi. J'ai hâte de voir justement Facebook dans 5 ans, là, où il va en être rendu. J'ai l'impression que de plus en plus, on va remplacer Facebook par, peut-être pas par une seule autre plateforme, mais par plusieurs autres pour passer moins de temps toujours au même endroit. Mais ça, en tout cas, c'est plus à long terme qu'on va l'observer, là, mais j'ai bien hâte de voir les tendances des prochaines années. Oui, on va voir là, vraiment la grosse tendance, puis vers où on s'en va. Michel, le sujet d'aujourd'hui, taux de rebond. J'ai appelé ça aujourd'hui, le taux de rebond, est-ce que c'est un indicateur qui est valable pour une campagne marketing? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a du sens? Est-ce que c'est un outil qu'on devrait vraiment mesurer? Est-ce que c'est vraiment un KPI qu'on devrait avoir finalement? Bon, première des choses, Michel, taux de rebond, c'est quoi? Pour le garder le plus simple possible, c'est le taux de personnes qui arrivent sur votre page, qui font rien puis qui s'en vont. C'est un indicateur, et tu poses la question si c'est un indicateur de performance qu'on devrait utiliser, je pense que oui. Okay. Mais il faut y faire attention parce que je le vois souvent passer de marketeurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui vont dire « Ah non, un taux de rebond entre 80%, c'est pas bon, ta page est pas bonne, faut que tu le retravailles. » Écoute, c'est plus complexe que ça, puis c'est pas parce que ton taux de rebond est bas que ta page est bonne pour autant. On a déjà eu des exemples de taux de rebond, mettons une page qui avait un taux de rebond très bas, où les gens cliquaient, mais les gens cliquaient pourquoi? Parce qu'ils savaient pas où aller, ils savaient pas où trouver la bonne information, ils allaient chercher un petit peu plus dans le site, et finalement, ils quittaient sur la deuxième ou la troisième page, parce qu'après 2 ou 3 clics, ils n'avaient toujours pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Fait que, tu vois, le taux de rebond à lui seul, intéressant, c'est une donnée comme une autre. Plusieurs données sont intéressantes si on ne les regarde qu'elles. Le nombre de visiteurs, super le fun, mais si tu n'as aucune conversion, fait que le nombre de visiteurs... Ça sert à quoi, c'est ça? Le taux de rebond ne dit pas tout non plus. Super. Donc, le taux rebond, c'est du touch base, c'est le nombre de personnes, le nombre d'internautes qui trouvent l'information, qui s'en vont sur votre site web, qui s'en vont sur une page précise, puis qui en sortent sans faire aucune autre action. Ouais. Donc, sans remplir de formulaire, sans rien faire d'autre. Ils rentrent là, puis ils s'en vont. C'est tout. Donc, tu sais, j'ai un bon exemple. Montrer qu'un taux de rebond élevé, ça ne veut pas dire que ta page n'a pas converti. Tu peux avoir une page où ton taux de rebond est en haut de 90%. Si c'est une page où il y a juste ton adresse, ton courriel, ton numéro de téléphone, puis que les gens te contactent après être allé dessus, je pense à une page d'urgence, admettons, pour un service, j'ai Kiro en tête parce que j'ai beaucoup de clients Kiro, c'est-tu important que tu aies un taux de rebond bas sur cette page-là? Non, les gens te contactent pareil parce que c'est un besoin qui est immédiat et il ne se passe pas nécessairement par un formulaire.
Quelqu'un qui est en situation de crise va pas remplir un formulaire ni cliquer nécessairement sur ton courriel. Il va prendre le téléphone, puis il va t'appeler, puis il va fermer la page. Ouais. Fait que dans ce contexte-là, dire dans l'absolu qu'un taux de rebond élevé n'est pas bon, ben on vient de perdre de vue finalement le contexte est important. Oui, c'est ça. Justement, en parlant de ce contexte-là, qu'est-ce qui détermine qu'un taux de rebond est intéressant ou pas? Intéressant à observer ou bon, intéressant dans le sens bon? Intéressant pour une campagne. OK. Écoute, si je regarde, admettons, les rapports qu'on fait là, pour les suivis de page, comment qui est intéressant dans une campagne? Si je veux suivre j'allais dire mon acheteur, mais mettons mon consommateur, mon internaute, il va me donner certaines indications sur, oui, la performance d'une page, ou encore l'entonnoir lui-même. Si on part d'une pub Google Ads, si je vais dans du concret, là, la pub elle-même va donner de l'information, le CTR, le taux de clic, la conversion et tout ça. Mais ensuite, le taux de rebond de la page va m'en donner d'autres. Ouais. Si c'est une page qui vise justement une inscription, puis que là, j'ai un taux de rebond hyper élevé, 95% des gens ne font rien sur la page, puis il y a énormément de visiteurs, peut-être que ma pub fonctionne bien, mais que finalement, c'est la page le problème. Fait que, le taux de rebond est intéressant pour bien comprendre l'utilisateur, je vais dire l'utilisateur, l'internaute avec lequel on tente de communiquer ou d'avoir une interaction. Mais ça, c'est pas une stat intéressante tant que ça, toute seule. Ouais. C'est une stat qui va nous en dire plus selon le contexte. Fait que, encore une fois, si on veut suivre le parcours d'une personne dans notre site web, à partir de l'accueil, admettons, c'est quoi le taux de rebond rendu au deuxième clic? Alors là, tout d'un coup, ça, c'est le fun. Parce que c'est pas le taux de rebond de la page d'accueil que je regarde, c'est le taux de rebond de l'interaction que l'internaute a avec mon site web. Fait que là, ça devient intéressant. Puis là, on peut avoir du fun. Là, je pense qu'on peut avoir vraiment du plaisir à regarder un taux de rebond versus le parcours de notre client. Ouais. Puis là, on va se rendre compte après 2 clics qu'il y a 95% de taux de rebond, admettons, pourquoi, de quelle page il a visité, c'est quoi les contenus qu'il a vus, pourquoi le bouton n'a pas fonctionné. Puis là, on peut faire des micros ajustements. Et là, on a du fun à faire notre stratégie. Fait que, ouais, je pense que c'est là que moi, en tout cas, moi, personnellement, je trouve mon plaisir avec le taux de rebond. Là où je le trouve intéressant, c'est là. C'est là. Ce qu'on va souvent faire là, en stratégie avec le client, on repart encore, vous allez deviner de quoi, là, on repart encore du pourquoi. On va faire une stratégie, puis on va se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire, puis pourquoi on veut faire ça. Mais on va diriger par la suite les gens vers une page du site web. Donc, on va créer des publicités, on va créer de l'achalandage vers le site web pour s'assurer que l'internaute interagisse d'une certaine manière avec le site web. Par contre, il faut savoir pourquoi on veut qu'il interagisse, qu'est-ce qu'on veut que cette personne-là fasse exactement sur la page qu'on dirige, puis qu'est-ce qu'on attend aussi comme type d'interaction, puis vers quoi on aimerait ultimement le pousser dans la décision. Donc là, on entre vraiment dans l'aspect justement de l'entonnoir d'acquisition, où dépendamment d'où le prospect est intéressé, où il fait, voyons, avec des vrais mots, ça veut dire où il est dans sa démarche, c'est ça je veux dire, où il en est dans sa démarche décisionnelle, mais à ce moment-là, on va vraiment être capable de voir puis de mesurer une bonne page, d'identifier une page qui va être super intéressante pour lui, pour qu'on soit capable là, de fournir de l'information. Mais il y a quelque chose de super intéressant. Est-ce que, je vais te poser une question qui je sais que tu vas trouver drôle. Est-ce que je pourrais avoir un taux de rebond élevé, mais que ma campagne fonctionne bien pareil? Oui, tout à fait. Écoute, je vais prendre l'exemple de certaines de mes pages. J'ai 92-93% de taux de rebond sur des pages où les mots-clés, c'est quand même très général. Je me bats contre Wikipédia, tiens. Ouais. Fait que ça me donne 20 000 vues aux 2-3 mois à peu près. Puis je suis à Rimouski. Fait que c'est quand même pas pire. Mon taux de rebond est super élevé. Par contre, les quelques personnes qui m'appellent, c'est pour des gros mandats. C'est pas pour je veux un texte 150 mots à 20$. Non, c'est généralement des stratégies de quelques centaines. Là, c'est rare que j'atteigne les quelques milliers en ce moment, mais ça rapporte pour
En fait, je vais le dire autrement. Si j'avais 50% de personnes qui me contactaient avec ces contenus-là, j'aurais un problème majeur, je pourrais pas répondre à la demande. Ouais. Fait que c'est un succès en tant que tel. J'ai assez de clients pour justifier finalement qu'un taux de rebond de 92-93% m'amène exactement ce dont j'ai besoin. Même dans le cadre de pub, ça peut être, on vise énormément de personnes pour des trucs un peu plus généralistes, mais un taux de rebond élevé va être normal. Oui. Même, on va aller ailleurs tantôt, là, je vais juste l'effleurer, mais selon le contenu qu'on va utiliser aussi, le taux de rebond va varier. Là. Oui, Parce que complètement. tous les contenus d'un site web n'ont pas la même moyenne de taux de rebond normal. Non. Mais non, c'est ça. Puis je suis content, là, justement, on commence à parler de landing page, donc des pages de redirection, des pages d'atterrissage où on va diriger du contenu, où on va diriger des internautes. Donc déjà là, on va être en mesure de donner l'information ou de le diriger vers une conversion. Fait qu'appelle-moi, écris-moi, remplis le formulaire, donne-moi de l'information sur toi pour que je sois en mesure de te contacter. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui va entrer en jeu pour qu'on soit en mesure là, de bien définir la campagne. Tu voulais m'emmener... Oui, vas-y. De landing page. Ouais. C'est quoi la moyenne du taux de rebond d'une landing page? Une landing page, on peut facilement tourner dans les alentours de 90%. Hein. On est 70 à 90% en moyenne. Oui. C'est une landing page, là, pour le simplifier, là, c'est une page où finalement on a une action du genre ajouter au panier, contactez-moi. C'est pas une page qui va rediriger ailleurs. Mon site web de Remedia est pratiquement fait que sur un modèle de landing page. Vous arrivez au deuxième niveau de mon site web, c'est que des landing pages. Oui. Vous avez un formulaire de contact, vous me contactez ou vous en allez. C'est un peu ça. Je veux pas vous amener vers les autres pages parce que je pars d'un principe que vous êtes arrivé sur la bonne page par Google ou je l'ai partagé sur les médias sociaux et vous êtes arrivé par le bon lien. C'est pas services généraux. Fait que dans ce contexte-là, c'est correct d'avoir un taux de rebond élevé, puis encore une fois, je voudrais pas l'avoir trop bas avec plein de gens qui me contactent, je le fournirais pas juste à répondre aux gens. Dans d'autres contextes, je regarde justement une fac, une fac qu'on aurait un taux de rebond hyper élevé, j'aurais peut-être pas le même discours, parce que là, tout d'un coup, la fac, elle doit te donner l'information que tu cherches ou t'amener à aller vers les informations un peu plus précises. Et là, si tu te ramasses avec une fac qui a un taux de rebond de 95%, est-ce que ta fac répond réellement aux interrogations des internautes? Peut-être pas. C'est là, ça. c'est diverses choses qu'on va regarder. C'est pas juste les contenus. Des fois, c'est carrément l'interface ou les fonctionnalités qu'on a mis dedans. Faut-tu cliquer pour ouvrir la réponse ou la réponse nous amène sur une autre page, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres détails à observer. Là. Oui, puis je sais que c'est quelque chose que qu'on va discuter ensemble lundi au podcast beaucoup trop matinal qui va être à 8h. Ça va. Ça va être du café solide. Ça va être désastreux, ça, mon gars, t'as pas idée. Allez vous abonner au podcast du sketch sur Dart Sketchy. Vous allez être en mesure d'avoir un paquet de contenu, du contenu supplémentaire de ce qu'on fait ici, mais aussi vous allez être capable de nous voir la semaine prochaine, lundi prochain, magané, un lundi matin, étant donné que je vais être sur la route après ça pour me diriger un peu partout. Donc, ça va être hallucinant. C'est comme si on manquait d'ouvrage de ce temps-là, qu'on peut se permettre de se lever un peu plus tôt pour faire un podcast le matin. Oh oui, c'est en plein ça. C'est ça. Non, ça va être le fun. Mais tout ça pour dire que je sais que tu veux en discuter, mais parle-moi un peu du type de contenu qu'on va pouvoir retrouver sur une landing page, mais qui va nuire au taux de rebond. Qui va nuire au taux de rebond. Généralement, la landing page, là, même le taux de rebond, je vais commencer à moins la regarder. Je vais plus regarder le taux de conversion. Le taux de conversion. Qu'est-ce qui peut nuire? Écoute, quelque chose de pas clair d'entrée de jeu. On arrive sur une landing page, admettons, pour un e-book, puis on a un long paragraphe, pas de titre, là, des fois. Là, on a juste un paragraphe de texte. Surprenez-vous pas que s'il n'y a pas de contextualisation, là, du texte sur un fond blanc ou même du texte jaune sur un fond rose, là, peu importe, là, ça peut avoir l'air attractif tout d'un coup pour vous, mais ça ne l'est pas pour l'internaute. Ça va évidemment faire fuir les gens. Un site qui n'est pas mobile, il ne faut pas oublier l'utilisateur mobile. Là. En fait, une des choses que je vois le plus souvent avec des landing pages, c'est ça, c'est que la landing a été faite pour desktop il y a quelques années, n'a jamais bougé.
Et là, on a des téléphones qui sont avec COVID a changé un peu des choses, là, Oui. ça s'est équilibré un peu, mais quand même, Oui. mobile est encore Oh, très oui. présent. On arrive sur une landing page qui n'est pas mobile du tout, avec le bouton tout petit, difficile à lire, qu'il faut grossir l'écran, il faut zoomer pour pouvoir le voir. Le formulaire est dur à remplir sur téléphone. Oui, le taux de rebond va être élevé. Ne sous-estimez pas le temps de chargement de la page. Un landing devrait être ultra léger à avoir. On devrait être capable d'épurer ça de tout contenu lourd sur lequel on soit capable de cliquer, d'arriver. On veut tout de suite saisir la personne, on veut tout de suite saisir son attention, on veut tout de suite la diriger vers notre entonnoir de conversion. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose qui parle directement. Si ça prend 4 secondes, 5 secondes à charger, mais la personne n'est plus là, elle a déjà déconnecté. D'où là, je peux avoir un taux de rebond. Ouais, ben, les images. Les vidéos, ça va. La plupart des gens, c'est moins fréquent qu'avant de voir quelqu'un essayer d'héberger une vidéo sur son propre site web. Oui. Ça arrive encore. Je Oui. veux juste te dire, Oui. YouTube existe. Fait que, Oui. mettez votre vidéo sur YouTube ou une autre, peu importe, là, une autre plateforme, et mettez un lien sur votre site, un iframe, n'importe quoi qui va permettre l'affichage, mais qui n'est pas hébergé sur votre hébergement ou sur votre site web. Oui. Mais les images, là, des images de 4, 5, 6, 7, 8 MB, et j'exagère même pas quand je vais dire 10 MB, il y en a. Surtout si c'est une petite image. Hein, vous l'avez toute rapetissée dans un petit frame tout petit. Votre image est hyper grosse. Ça donne absolument rien, ça ralentit énormément votre page. Si vous en avez 10 comme ça dans votre landing page, il y a un méchant problème, vous allez vous ramasser avec une page, justement, tu vous disais 4-5 secondes, écoute, on arrive à 20 secondes des fois, là. C'est pas tout le monde qui a une connexion fibre optique. Non, ça peut être désastreux. J'ai Stream Test 234 dans le chat. Salut, toi aussi. Bienvenue sur notre podcast. On discute justement du taux de rebond en marketing web, comment que on est capable de voir ça, comment ça impacte aussi les différentes campagnes. Michel, tu disais que tu voulais m'emmener un peu ailleurs. Ouais, ben parler des contenus, parce que là, on l'a effleuré, on a parlé de landing page, j'ai parlé un peu de FAQ. Mais c'est peut-être juste pour démystifier là, qu'un taux de rebond élevé est nécessairement mauvais. Ça va vraiment dépendre du contexte de votre contenu, en fait, du contexte du site web lui-même. J'ai une couple de stats là, qui ont été sorties par Neil Patel. Là. Un site web qui sert à générer des prospects. On va avoir l'impression justement que ça prend 20% à 30%. La moyenne, là, ça reste 30 à 50%. Puis si c'est une moyenne, ça veut dire que vous n'avez que c'est plus que ça. Là. À 60%, on est encore correct. Fait que 50% des gens qui restent sur le site, mais il y en a quand même 50% qui partent. Vous avez après ça des portails. Un portail, admettons, comme Yahoo, Google, même MSN, vous êtes dans des taux de rebond de 10 à 30%. On s'entend, là, les gens vont cliquer, c'est normal. Vous arrivez sur google.com, vous avez plein de places où cliquer, plein de raisons de cliquer un peu partout. Même chose, une plateforme à laquelle, un site web, admettons, qui offre une plateforme de connexion. Le taux de rebond va être bas, pourquoi? Parce que les gens vont cliquer sur connexion en arrivant sur votre page d'accueil, admettons. C'est normal, la plupart des visiteurs connaissent votre adresse, vont l'entrer manuellement, des fois, ils vont l'avoir mis en favori et vont aller directement vers l'onglet connexion. Fait que tous ces exemples-là, c'est juste pour montrer qu'il y a plein de choses. La connexion, je pense, c'est le meilleur exemple. Ça veut pas dire, vu que ton taux de rebond est bas, ça veut pas dire que ta page fonctionne pour les nouveaux utilisateurs. Non. C'est en train de te dire que les utilisateurs habitués, finalement, savent. Se retrouvent. C'est ça. Là, si on regarde les nouveaux utilisateurs seulement et que là, on observe le taux de rebond, des fois, on va se rendre compte, ils vont y aller aussi connexion, mais ils vont partir au deuxième clic parce qu'ils savent pas quoi faire avec cette page-là. D'où l'importance de regarder le taux de rebond toujours en contexte de l'utilisateur. Où il en est dans son entonnoir. Y est-tu déjà converti? Y est-tu en train d'être converti? Y est-tu juste en mode intérêt? Puis des fois, dans phase d'intérêt, il n'est pas prêt à cliquer partout, à passer à l'action. Il veut s'informer, avoir un aperçu rapide. Il faut aller voir une autre page, puis à un moment donné, il va peut-être revenir. Michel, tu parlais là, justement des images qui étaient lourdes puis qui ralentissaient. J'ai Marie-Isabelle dans le chat qui me demande une suggestion d'outils pour optimiser les images. Je vais donner le plus facile à utiliser pour les gens. La première des choses, tient la taille de l'image, la dimension de l'image, et non pas la taille. La taille, on va parler du fichier. La dimension dans votre page, là, si c'est un 400 pixels par 400 pixels, ça ne sert à rien de publier une image qui a 1920 par 1920. Réduisez la dimension de l'image
déjà là, vous allez maximiser, optimiser sa taille. L'autre outil, je suis en train de le sortir, j'espère que ton bot me frappera pas. J'ai mis TinyJPEG dans le chat, qui serait, selon moi, le plus facile, le plus simple d'accès à utiliser. Vous avez un maximum de 20 images avec 5 MB chaque. Fait que optimiser la dimension avant de le mettre là-dessus. Des fois, vous avez une image qui est juste trop grosse, fait qu'elle passera pas. Mais vous avez également pour les PNG. Fait que JPEG et PNG vont être traités par ça. Et si vous ne faites que ça, c'est déjà correct. La qualité reste quand même bonne. J'ai eu quelques petits, très ponctuellement, je vais le dire comme ça, des images qui ont perdu en qualité. Mais je vous dirais 95% du temps, juste ça déjà, on passe des fois d'une image qui est 4 ou 5 MB à 200, 300K. Ouais. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça c'est la base. Si votre hébergement, votre site web WordPress est le moindrement bien optimisé aussi en fonction de la technologie utilisée, là. Je sais que Magic Web a de quoi pour ça. Des fois, ils vont optimiser la taille directement là, dans l'interface. Je vous en ajoute un autre, compressor.io aussi, qui est un outil qui est simple d'utilisation, dans lequel aussi ça vous permet de voir le avant puis le après, puis vous allez être capable de faire certaines conversions qui marchent JPEG, PNG, SVG, les GIFs puis les WebP. Encore une fois, super simple. Oui, il fait les GIFs aussi. Fait, super simple d'utilisation. C'est du téléchargement. On lui dit comment qu'on le veut, de quel type là, de compression qu'on veut. Ça se fait très très rapidement, puis on est capable là, gratuitement jusqu'à une certaine mesure, là, mais ça nous permet au moins là, de vraiment voir les différents sites et les différentes manières. Compressor.io, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise. C'est un des intégrateurs avec qui je travaillais qui nous avait montré cet outil-là. Puis ça fait encore partie des différents outils que j'utilise. Je salue Sébastien. Je vais juste le dire en même temps, je vais en profiter en fait pour deux choses. La première, c'est faire du pouce à Maryse. Maryse, qui est ma conjointe. Là, je peux pas dire où, mais elle a su tantôt, c'est confirmé, c'est officiel, qu'elle va être publiée pour la deuxième fois dans une belle maison d'édition. Pourquoi je le dis, c'est en même temps, c'est arrivé avec une de ces images, justement, que la TinyJPEG, dans son cas PNG, avait tellement réduit la taille que, on avait perdu un peu de la qualité de l'image, mais c'est parce que Maryse fait ses propres dessins. Dans le cas des dessins, ce que j'ai remarqué, oui, TinyJPEG, PNG peut de temps en temps être un peu moins intéressant. Fait que faudrait que je fasse des tests avec un compresseur pour comparer. Là, pour ce qui est du dessin, ils n'ont pas des photos. Les photos, pour vrai, moi, j'ai jamais eu de problème. Les dessins, un petit peu plus. Fait que si, encore une fois, ton bot me laisse faire, voilà le fil c'est justement ce que j'allais faire. de Maryse. La griffonneuse. Allez voir ça, ça vaut la peine. Oui, félicitations d'ailleurs pour cette belle nouvelle-là. Et puis, je vous invite à aller vous abonner à la page Instagram de la griffonneuse. Paquet de livres super intéressants, des belles critiques, des dessins qui sont extraordinaires, une femme bourrée de talent, donc s'il vous plaît, allez vous abonner, ça vaut vraiment la peine. Ouais, elle nous fait découvrir de la poésie, pas juste de la poésie, mais de la littérature québécoise. Oui. Là, c'est de la poésie là, qu'elle va publier. Là, fait que, oui. Contrairement à beaucoup de personnes qui se sont garochées hier dans les librairies, dont moi, pour aller acheter de la littérature québécoise une journée seulement par année, Maryse nous fait découvrir ça tout au long de l'année, mais c'est un bon moyen justement pour être capable de garnir votre carnet pour que quand le 12 août prochain arrivera, vous soyez capable d'en acheter une caisse plutôt qu'à juste un. Ouais. Fait que bravo Maryse, félicitations, je t'aime, bravo. C'est un beau travail. C'est excellent. Michel, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on discute du taux de rebond. On a rapidement fait le tour parce que je veux pas trop embarquer justement sur ton podcast de lundi, surtout que je vais être tellement endormi. Mais on va surtout parler de landing, fait qu'on va parler rapidement des contenus, de l'expérience utilisateur, de l'importance de mettre un call to action qui est pas juste contact pour en savoir plus. Ouais. On a quand même déjà pour vrai, on a quand même parlé pas mal de tout ce qu'il y a à savoir pour la base du taux de rebond. Si on va plus loin, là on pourrait rentrer justement dans toutes les notions de
de le contextualiser dans le parcours de la personne, dans son... Écoute, on pourrait explorer Google Analytics pendant des heures juste pour montrer justement comment le flux d'utilisateurs va nous donner de l'information où là, tout d'un coup, le taux de rebond vient concrétiser, cristalliser certaines idées qu'on va avoir, nous amener justement dans d'autres stratégies, nous faire repenser à notre contenu, est-ce qu'il est au bon endroit dans ce parcours-là de l'utilisateur. Mais là, c'est ça, j'ai l'impression qu'on déborderait vers d'autres sujets, puis je t'amènerais à faire un podcast d'une heure. Mais tu sais, si je n'ai qu'une chose à retenir de ce que tu nous as parlé sur le taux de rebond, justement, c'est que c'est un outil qui nous permet de mesurer l'ensemble et d'autres outils. Donc, ça nous permet de le mettre en relation avec d'autres statistiques pour voir, bon, mais au final, est-ce que c'est la campagne au complet, la page, ou c'est quoi? On est capable à ce moment-là, ça vient plus ultra définir l'indicateur plutôt que d'être un indicateur principal. T'sais. Ouais, ben c'en est un qui doit en accompagner d'autres. J'ai pas vraiment de... OK, le taux de clic, oui, souvent, je vais m'en servir pour trouver des trucs un peu plus concrets comme bon, ok, la méthode d'inscription. Des fois, c'est aussi niaiseux que ça. La méthode d'inscription est appropriée. Le titre de la page est approprié sur Google. Le taux de rebond ne me donnera pas nécessairement ce genre d'informations-là. Il va me donner un indice qu'il y a peut-être quelque chose à observer. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est élevé que c'est mauvais, puis c'est pas parce qu'il est très bas que c'est bon. Non plus, c'est ça. Je suis capable d'imaginer une page qui a 0% de taux de rebond dessus, mais que la page, c'est vraiment pas bon, puis que les gens font juste cliquer ailleurs pour essayer de se démerder. Je pense aux pages de download, que tu avais 6, 7, 8 boutons download. Je suis sûr que leur taux de rebond est très bas. Mais c'était vraiment... je vais dire québécois, c'était de la merde. C'est ça. On sait pas où cliquer, puis on s'essayait à plusieurs reprises avant de trouver finalement le bon bouton download. Après avoir poigné 8 virus. Ouais, c'est ce que je voulais pas dire, là, mais oui, c'est le même que je n'ai pogné à l'époque. Là. Mais, c'est ça. Super. Michel, on est pas mal rendu au moment du lymphe du le, ouais, c'est bon. On est rendu au moment de l'infâme peau. Mon Dieu. Où est-ce qu'il va nous amener là, cette semaine? Là, où est-ce qu'il va nous arranger ça? Où est-ce qu'il va nous amener ça? Ton retour de vacances en plus. Là, c'est ça. Là, et avec les élections qui s'en viennent, on tombe en vacances, c'est clair. Hein, je m'abstiens de commentaires. En parlant de politique, ça y est. La fierté d'associer son nom à des idées radicales sur le web. Oh my god. Hey, on en revient encore avec les trolls là, en plus. Là. Je trouve ça intéressant parce qu'on va peut-être parler de citoyenneté numérique alors ça, je pense. On va parler de citoyenneté numérique, on va peut-être parler d'éducation en général. Il y a peut-être quelque chose aussi à voir avec ça. Puis on va peut-être on va faire nos recherches. Ouais. Ah oui, les gens sont fiers de s'associer à... On va pouvoir... ouais, non, ça va être un beau sujet, je sais. Ça va être magique. Surtout 5 jours après un déclenchement potentiel d'élection. On ne peut pas dire officiel. On est le 13 août 2021. Donc, on n'est pas encore officiellement lancé. Mais ça sent beaucoup. Ça sent assez qu'ils en parlent dans tous les médias. Fait que rendu là, moi, je m'attends qu'il faut qu'on aille voter. Là. Puis qu'on a vu quelques députés dans les nouvelles déjà présenter leur pancarte. Je dis ça de même. Ça fait une semaine là, que c'est le NPD puis le Parti conservateur là, qui parlent de tous leurs candidats, ils parlent de leur slogan de campagne. Oui, c'est ça. On veut pas le dire, mais... Je pense que je vais être déçu. Ouais, c'est ça, rendu là, on va être triste un peu. Michel, ça va être ça pour aujourd'hui. Écoute, c'est un sujet qui est un peu plus simple, qui portait peut-être un peu moins à discussion. Donc, on va être capable de pousser ça. Le prochain, écoute, vendredi prochain, ça va être magique. En attendant, je vous invite à... Toute la magie n'est pas blanche. Non, pas tout. Non, mais je vous invite, par exemple, à aller vous inscrire. Vous inscrire. Ben oui, allez vous inscrire. Inscrivez-vous. Puis suivez Dark Sketchy sur Twitch. Suivez-le aussi sur TikTok. Vous allez voir un paquet d'affaires hallucinantes, entre autres notre podcast de lundi. J'y reviens. Lundi, 8h. Donc, faire changement, là. Je sais même pas comment je vais me faire pour me réveiller à cette heure-là. Fait qu'on va pouvoir en discuter à ce moment-là. Michel,
C'est un grand merci pour la semaine. Merci pour le podcast. Encore toutes mes félicitations à Maryse. Et puis, on se revoit tous bientôt dans un prochain podcast. Fin de journée, à la prochaine.